Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode 65 de Slow Marketing. Aujourd'hui, on va parler de marque engagée. Je change un peu mon format d'enregistrement. Déjà, j'enregistre en vidéo. Donc, si tu écoutes en podcast, sache qu'il existe la vidéo aussi, pour un peu diversifier les formats. Et aussi, je suis partie d'une page blanche ou presque, enfin plutôt de mon carnet. On va voir ce que ça donne. Là, je m'entends déjà dire beaucoup trop de mais oui, en fait, en toute transparence, d'habitude, j'ai l'habitude d'enregistrer ces épisodes avec, un prompteur. Donc, j'écris tout le contenu et c'est très contrôle fric. Je lis chaque phrase et là dernièrement, je me reconnaissais plus dans cette manière de fonctionner et dans ce prompteur. Surtout qu'à l'ère où, n'importe qui peut générer, du contenu avec de l'IA et du contenu notamment même pourrait reprendre ma tête, ma voix, une IA et refaire les mêmes vidéos, on me l'a proposé. Bah, j'avais envie de faire différemment et de repartir un peu plus en mode freestyle. Donc voilà, c'est un nouveau format d'épisode. Hésite pas à me faire un feedback, un retour quand tu auras écouté cet épisode en DM LinkedIn, via Substack ou n'importe où tu trouves mon contact, Instagram aussi. Ça me ferait, plaisir de savoir si ça t'a plu ou pas. Je sais que je dois te dire un peu moins de je vais, faire l'effort. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'épisode, 65, marque engagée. En fait, cet épisode aurait dû être l'épisode 66. Je ne sais pas si tu as suivi il y a 2 semaines. Je devais avoir un épisode, qui devait sortir dans le cadre du podcaston, sur une grosse ONG, belge sur, sa stratégie de, sa enfin sa oui, son projet de rebranding. L'épisode a dû être annulé, en dernière minute, parce que l'ONG qui a, malgré le fait d'avoir eu, les informations depuis plus de 5 mois, les questions, l'enregistrement, le montage de l'épisode, 2-3 mois à l'avance, n'a écouté l'épisode que le matin même et nous a, demandé de retirer cet épisode de toute urgence parce qu'il n'était pas aligné avec les messages diffusés. Je te rassure, il y avait rien de, catastrophique dans cet épisode, c'est juste qu'on parle d'une stratégie de rebranding et qui dit rebranding dit forcément un contexte où, bah, on doit faire ch un contexte de base qui doit être changé. Donc, d'être un peu, de transparence sur ce contexte de base et les problématiques rencontrées par cette ONG. Honnêtement, moi qui milite pour une communication et un marketing qui est bienveillant, transparent et surtout sans gueule de bois, j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir partager cet épisode, mais c'est pas grave, on avance. Mais ça m'a quand même permis de passer 2-3 messages à ce sujet sur qu'est-ce qu'une communication transparente, comment on communique sur ces difficultés. Donc je te remettrai le lien de la dernière newsletter, aussi, dans la bio si tu as loupé. OK, aujourd'hui on parle marque engagée. C'est un épisode qui est dédié, au chapitre 3 du livre Slow Marketing, livre qui pour le rappel, je te le rappelle, a reçu la 3e place du Marketing Book of the Year, 2025 par la Belgian Association of Marketing et si tu ne l'as pas encore, avec le code podcast, tu as moins 5 € sur ton achat. Donc podcast en majuscule, PODCAST. Marque engagée, je vais utiliser, aussi dans cet épisode, c'est l'occasion pour moi de refaire un retour sur une collaboration que j'ai menée de A à Z pour un de mes clients, la Maison d'Andois, donc une biscuiterie artisanale belge depuis presque 200 ans. Donc une collaboration avec une grosse ONG, le WWF Belgique. Je vais te remettre un peu le contexte avant qu'on démarre dans l'épisode. L'ONG, donc le WWF Belgique, a contacté la Maison d'Andois en automne 2025, donc octobre si je dis pas de bêtises. On a fait un premier appel, courant octobre où en fait leur demande c'était, «OK, les fêtes de fin d'année arrivent, pour vous c'est la plus grosse période et on aimerait pouvoir, être, connectés à votre système de caisse pour pouvoir faire l'arrondi à la caisse sur cette période très chargée». Nous, sur cette période, on a déjà un partenariat qui est en place et qui est en place historiquement et qu'on fait tous les ans avec, Kik Cancer, donc lutte contre le cancer, pour les enfants. Donc on pouvait pas faire ce partenariat à ce moment-là. Par contre, moi, j'étais déjà en train de travailler sur ma campagne de Pâques et j'avais déjà un peu, les thématiques et le fil rouge que je voulais développer sur Pâques, plutôt que de parler uniquement, d'œufs, de chocolat et de lapins et de poules, je voulais mettre en avant, le printemps, la biodiversité, la nature et donc là, ça a fait tilt, ça fait vraiment, c'était assez évident, et ça a aussi très bien matché avec le WWF Belgique pour ça. C'était assez évident qu'en fait, on pouvait utiliser cette campagne pour mettre en avant, les actions du WWF Belgique
en Belgique dans tout ce qui concerne la restauration de la biodiversité et de la nature. C'est comme ça que cette collaboration est née. Je t'en dirai un peu plus juste après sur le pourquoi elle commence cette collaboration. Mais voilà, genre ça sera notre fil rouge de comment faire une collaboration aussi avec une grosse ONG en tant que marque engagée. Passons à la partie 1. Une marque engagée, c'est quoi? Une marque engagée, déjà le premier point, c'est de vraiment faire la différence entre une marque responsable et une marque engagée. Une marque responsable, c'est vraiment une marque qui cherche à minimiser ses impacts négatifs sur l'environnement, la société, à produire avec plus d'éthique et d'efficience et surtout de soutenabilité. Ça, c'est une marque engagée. Ça, c'est une marque responsable. Tandis qu'une marque engagée, c'est une marque qui va prendre position, qui va inviter ses consommateurs, ses clients-clientes à activement changer une pratique de consommation, à changer de point de vue sur un sujet sociétal ou environnemental et qui va vraiment activement prendre position. Ça, c'est vraiment la différence. Responsable, on change ses pratiques en interne, on essaye de faire le mieux, on essaye de réduire ses impacts négatifs. Engagé, on va un peu plus loin, on prend position et on veut faire en sorte que nos clients-clientes, nos consommateurs-consommatrices changent leur manière de voir les choses sur un certain sujet et surtout prennent position, prennent action. Ça, c'est vraiment les deux différences. Une marque engagée peut ne pas être responsable. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est Ryanair qui, en 2016, a vraiment activement pris position contre le Brexit avec des campagnes publicitaires contre le Brexit, pour inciter les Anglais à voter contre le Brexit. En ce sens, Ryanair est une marque engagée, ou en tout cas qui a été engagée, mais on ne peut pas dire que Ryanair soit une marque responsable de par son industrie dans l'aviation, ses pratiques de prix, ses pratiques salariales, etc. Donc, on peut être engagé sans être forcément responsable, comme on peut être une marque responsable sans être forcément engagé. C'était le cas de la Maison d'Andois, avec qui je travaille, qui est une marque responsable depuis 5-6 ans maintenant, qui a fait vraiment toute cette transformation en interne, de revoir ses process de production, ses fournisseurs pour être le plus possible bio, local, générative, réduire, enfin retirer même tous les édulcorants, etc., de ces produits. Donc ça, c'est vraiment un travail pour devenir une marque responsable, mais avec pas forcément de communication engagée. Et donc, pour la Maison d'Andois, faire une collaboration avec le WWF Belgique, comme on a pu faire là pour Pâques, c'est vraiment faire le step de passer de marque responsable à être une marque responsable et engagée, sachant que l'objectif, effectivement, c'est d'avoir les deux. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Bah, on a 71% des consommateurs, consommatrices qui estiment que le purpose d'une marque, l'engagement d'une marque, ses valeurs, sa mission est important pour elle dans ses choix de consommation. Et en même temps, on a 88% d'entre elles qui ne se reconnaissent pas dans les messages de marque, qui voient une dissonance entre les messages que communique la marque et leurs propres valeurs et besoins. C'est vraiment ce décalage-là qu'on va essayer de venir combler en étant plus qu'une marque responsable, une marque aussi responsable et engagée. Ce qui m'amène aux 3 piliers d'une marque responsable et engagée. Le premier pilier, c'est d'avoir vraiment une mission claire. Donc, pourquoi est-ce que tu existes au-delà de l'argent, au-delà d'être d'une entreprise rentable? Pourquoi est-ce que tu existes au-delà d'être une entreprise rentable? Le deuxième pilier, c'est vraiment d'avoir une vision inspirante. Dans quel monde est-ce que tu veux créer? Dans quel monde est-ce que tu veux exister? Et le troisième pilier, c'est vraiment avoir des valeurs tangibles qui soient ancrées dans les actes et pas juste sur une superbe page valeurs sur ton site internet. Passons maintenant à la partie 2. Comment éviter les défis et les pièges d'une marque responsable et engagée? En effet, quand tu transformes ta marque en levier d'engagement, on a tendance à vouloir un peu cocher toutes les cases et avoir une checklist donc tac, tac, ça c'est fait. Sauf que, bah, ça comporte de vrais risques et de vrais défis. Le défi numéro un, c'est le greenwashing et toutes ses déclinaisons. On parle de greenwashing, donc ça, c'est quand une marque va avoir des communications qui sont trop trompeuses concernant ses engagements environnementaux, mais on parle aujourd'hui aussi de purpose washing, de pink washing, de woke washing. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est qu'avec l'EMPCO, donc la nouvelle directive européenne Empowering Consumers for the Green Transition, on se rend compte que cette nouvelle directive va vraiment plus loin de ce qu'on avait jusqu'ici. En France, par exemple, on avait des lois déjà assez contraignantes autour du greenwashing.
Aujourd'hui, ça va vraiment plus loin dans le sens où ça élargit la juridiction à toute la durabilité, qu'elle soit sociale, éthique, circularité, réparabilité, alors que le droit français jusqu'ici était vraiment concentré sur l'environnement. Le deuxième point, c'est ça encadre encore plus les labels maison. Il faut avoir une certification indépendante, des vérifications, de la transparence. Donc, on ne peut plus faire son petit pictogramme très mignon, très joli, mais qui donne l'impression qu'on fait des choses alors qu'en fait, rien n'a été validé. Et le troisième point aussi que je trouve hyper intéressant, c'est que ça vient encadrer les allégations futures. Donc, par exemple, objectif net zéro en 2030, avec, on ne peut plus le dire sans avoir un plan documenté, alors que jusqu'ici, en tout cas en France, la loi encadrait uniquement les allégations présentes. Le premier défi, je disais, c'est vraiment le greenwashing et toutes ses déclinaisons. Aujourd'hui, en fait, c'est un gros risque non seulement juridique, mais aussi réputationnel, parce que tout se voit, tout se sait, et les consommateurs, consommatrices aujourd'hui vérifient, creusent et dénoncent. Donc la solution, c'est vraiment d'avoir une transparence radicale, des preuves mesurables, de la cohérence dans la durée et surtout de donner accès à ces informations à toutes et à tous. Ça, c'est le premier point. Défi numéro 2, selon moi, c'est vraiment un problème d'incohérence. C'est-à-dire avoir ton logo arc-en-ciel en juin, mais qui disparaît en juillet, et d'avoir aucune action pour lutter contre les discriminations pour les personnes LGBTQIA+, le reste de l'année. C'est par exemple Barbie et Mattel qui nous sortent un film féministe alors que les conditions de fabrication de la Barbie sont désastreuses, et en fait c'est surtout des ouvrières qui travaillent dans ces usines-là et qui sont exploitées. C'est par exemple une marque qui va dire une marque de rangement, boîte de rangement qui va dire OK, super, nous, on a fait une nouvelle publicité et celle-ci, elle est responsable parce qu'en fait, on a enfin de la parité. On montre autant d'hommes que de femmes dans nos publicités, alors que d'habitude, on a toujours montré plus de femmes vu que c'était des boîtes de rangement. Mais quand tu regardes la publicité, en fait, les femmes sont toutes en train de ranger ou nettoyer, et les hommes sont tous en train de jouer avec ces mêmes boîtes, donc à faire de la batterie ou du basket. Toutes ces incohérences-là, en fait, viennent vraiment maintenir un écart entre ton discours et tes pratiques et créer un fort décalage et une grosse perte de crédibilité autour de la marque. Et le troisième défi, selon moi, c'est vraiment la saturation. Quand tu es une marque responsable et que tu as une équipe hyper engagée en interne, tu peux avoir tendance facilement envie de vouloir prendre parti sur toutes les causes, aider tout le monde. C'est quelque chose que je vois et que je vis au quotidien en travaillant avec la Maison d'Andois notamment, de vouloir prendre la parole sur tout, de vouloir soutenir toutes les causes. Maison d'Andois, par exemple, est fortement sollicitée par de nombreuses ONG et associations pour qu'on fasse des actions avec eux. C'est pas qu'on ne veut pas faire toutes ces actions-là, mais c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus être sur tous les fronts, et que en termes de messages et de cohérence de messages pour nos clients-clientes, il faut faire des choix. Comme notamment faire ce choix depuis plusieurs années que la fin d'année, l'arrondi à la caisse, il est pour qui cancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a acté avec l'équipe de la Maison d'Andois. On a acté aussi de ne pas avoir plusieurs campagnes en parallèle avec différentes ONG ou associations, et de ne faire vraiment qu'une association à la fois. On a acté aussi, par exemple, de ne pas avoir plusieurs associations en même temps, en parallèle, et sur différents soutiens, donc l'arrondi à la caisse, ou reverser 10% de nos ventes sur un produit, etc. Parce qu'on a plein de manières de faire des collaborations. Là, l'idée, c'était de se dire, OK, on fait un focus, une association à la fois, pour éviter d'avoir un overlap et d'avoir que, les messages des associations qu'on soutient viennent se concurrencer et viennent créer de l'incohérence et de la saturation d'informations pour nos clients et nos clientes. Ici, la solution, c'est vraiment de choisir une cause alignée et de s'y tenir dans le temps. Si je dois récap, vraiment mes 3 principales recommandations là-dessus, le premier, c'est vraiment de la cohérence entre le discours et les pratiques, entre l'externe et l'interne, et que si on promeut la diversité à l'externe dans nos messages, ça doit d'abord se vivre à l'intérieur. Le deuxième point, c'est vraiment la durée, c'est privilégier l'engagement sur le temps long et pas une opération qui est ponctuelle. À nouveau, si je reprends l'exemple de la campagne avec le WWF Belgique et de la Maison d'Andois, déjà, c'est une collaboration qui a mis plus de 4 mois à se préparer.
Donc on ne s'est pas réveillé du jour au lendemain en mode: «Ah cool, on va bosser avec eux et on va, faire ceci, cela» et c'est potentiellement, ancrer cette collaboration, pas juste sur une année, une action ponctuelle, mais sur, une roadmap plus longue et c'est aussi ancrer cette collaboration dans, une démarche sur le long terme. Pour la maison d'Andois, c'est cette démarche de devenir une entreprise à visée régénérative, qui est là depuis, 5-6 ans. Ça se rentre dans le cadre de la certification Bicorp il y a 2 ans et la recertification qui est en cours. C'est vraiment s'ancrer dans de la durée et dans le temps long. Et le troisième point, je pense que qui est important, c'est le côté participation. Vraiment impliquer sa communauté dans, ses choix, ses engagements. Pas uniquement: «Voilà ce qu'on a fait», mais «Voilà ce qu'on fait ensemble». J'avais enregistré l'épisode 42 sur le camp de base avec Merlin Didier justement, qui est une, salle d'escalade à Bruxelles, engagée et justement comment ils ont construit leurs engagements en co-création avec leur communauté. C'était hyper intéressant comme échange. Je te recommande d'aller écouter cet épisode. Donc vraiment ici, la clé, c'est co-création, dialogue et transparence pour au final avoir de l'adhésion et de la confiance, non seulement autour de sa marque, mais aussi autour de ses engagements. Vraiment pour conclure, une marque engagée, c'est pas juste une marque qui prêche, mais c'est vraiment une marque qui agit avec et pour sa communauté. Ok, on arrive dans la partie 3. On va passer à l'action. Comment est-ce qu'on choisit une cause alignée? Alors, je remets le contexte, du livre Slow Marketing, 50 actions marketing soutenables, éthiques et engagées. Dans chaque chapitre du livre, tu retrouves 5 actions pour t'aider à, t'y mettre aujourd'hui vraiment concrètement. Moi, c'est comme ça que je travaille, avec les entreprises que j'accompagne, que je mentor ou que j'accompagne dans la stratégie ou dans les opérations. C'est toujours quelle est la première petite action, quelle est la première chose qu'on peut faire pour s'y mettre dès aujourd'hui. Parce que je pense que sincèrement, que par l'action naît l'espoir et par l'espoir se nourrit l'action. Et donc, on a besoin de faire des choses pour en voir envie d'en faire plus. Le chapitre 3 du livre sur la marque engagée contient 5 actions concrètes. Et aujourd'hui, je vais te détailler la première action du livre. C'est de vraiment choisir comment est-ce qu'on choisit une cause qui est alignée avec ta marque. Pourquoi cette action est la plus importante selon moi? Par rapport à tout ce que je viens de te dire avant, c'est que sans alignement, il n'y a pas de crédibilité. Tu bosses dans la fast fashion et que tu fais une action pour la protection des océans, bah, ça sonne très, très rapidement faux et donc l'alignement, c'est vraiment la base de la légitimité de ton action. Pour ça, avant de rentrer dans le détail, pour t'aider, j'ai créé un canevas, choisis ta cause alignée. C'est un template en ligne que tu peux utiliser. Tu peux, y accéder directement dans les ressources. Tu as le lien dans les ressources pour y accéder. Première étape de cette action, c'est d'analyser ton écosystème, d'identifier les enjeux sociétaux et environnementaux qui sont liés à ton secteur pour que ça soit pas juste une cause au hasard, parce qu'elle est à la mode, mais qu'il y a vraiment un lien direct avec ton activité, ton impact et ton écosystème. Si je reprends l'exemple de la collaboration entre la Maison d'Andois et le WWF Belgique, bah, la Maison d'Andois, c'est quoi? C'est, je te disais, une biscuiterie artisanale belge qui a 197 ans. C'est une entreprise qui est aussi, certifiée Bicorp et qui, depuis plus de 6 ans, travaille, à vraiment, ancrer, ses engagements autour, d'enjeux sociétaux et environnementaux comme la biodiversité, avoir utilisé des ingrédients au maximum naturels, l'impact de ses fournisseurs sur les écosystèmes, travailler en circuit court avec des producteurs locaux, mettre en avant l'artisanat et le savoir-faire traditionnel, et puis réduire son empreinte carbone et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça, c'est vraiment le contexte de la Maison d'Andois. Aujourd'hui, bah, si on regarde les impacts positifs de la Maison d'Andois, c'est d'avoir renforcé pour avoir une production beaucoup plus locale, ses engagements vers une agriculture bio et régénérative, sa certification Bicorp, sa sensibilisation avec des campagnes engagées. Et si on regarde bah, les points d'amélioration qu'on pourrait avoir, c'est bah, la dépendance via certains ingrédients importés, des emballages encore perfectibles, etc. En mettant tout ce contexte-là, on pourrait avoir une flopée de causes pour lesquelles la Maison d'Andois peut prendre parole, peut s'engager. D'ailleurs, on avait déjà fait une action aussi avec Umundi pour la lutte contre la faim dans le monde et l'indépendance agricole dans le monde. Donc voilà, il y a plein d'associations avec lesquelles, et d'ONG et de causes avec lesquelles on pourrait travailler. Ici, ce qui était intéressant, c'est que ça a été de se poser la question, donc ça c'est mon étape 2, une fois que j'ai analysé mon écosystème, c'est vraiment de choisir une action à impact direct pour lequel ça fait sens de se connecter. Ici, pour la Maison d'Andois, c'était bah,
avec la mise en relation avec le WWF Belgique, il y avait vraiment l'évidence de cette action commune de protection de la biodiversité. Pourquoi? Parce que en étant une biscuiterie qui se fournit d'ingrédients naturels, beurre, œufs, farine, etc., sans des écosystèmes sains, on ne peut pas avoir de bons produits. Et donc, c'était ça qui faisait sens dans un premier temps, un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que la Maison d'Andois, c'est une biscuiterie artisanale belge, ancrée sur le territoire belge, à Bruxelles, avec des points de vente uniquement en Belgique. Et donc, ça faisait sens de soutenir une association qui avait vraiment des actions locales et ancrées en Belgique, comme le WWF Belgique. Donc ça, c'est ce qui a vraiment fait le match entre le contexte, l'écosystème de la Maison d'Andois et la cause, l'action, l'impact du WWF Belgique. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est-à-dire, quel est le résultat attendu? Le résultat principal, c'est de lever des fonds pour le WWF Belgique, donc de s'engager à lever un minimum pour cette association-là et de trouver différents moyens de lever des fonds pour le WWF Belgique en ayant l'arrondi à la caisse. Ça, c'était le premier point, le plus facile. Le deuxième point, c'était en s'engageant à reverser 10% des ventes d'un produit qu'on a co-construit avec le WWF Belgique. Du coup, pour te donner plus de contexte sur cette collaboration, cette campagne de Pâques, elle a été orchestrée autour de ce qu'on a appelé l'abestiaire de Pâques, c'est-à-dire un mix entre un abécédaire et un bestiaire. Donc, pour chaque lettre, un animal. Et l'idée ici, c'était d'avoir une liste, un abestiaire de 26 animaux, finalement 27, parce qu'on n'a pas su choisir entre la loutre et le lynx, qui sont tous des animaux réels ou imaginaires, mais en tout cas, pour les animaux réels, ancrés, existants, des espèces vivant en Belgique, et pour l'imaginaire, ancrés dans l'imaginaire bruxellois. Par exemple, on a le Z de Zinneke, qui veut dire chien de rue en bruxellois. Donc c'est vraiment d'ancrer les animaux choisis dans le territoire belge et bruxellois. Ça, c'était important. Et donc, on a cet abécédaire qu'on a créé avec 27 illustrations d'animaux, 27 copies poétiques et pédagogiques autour de ces animaux-là, sur par exemple l'existence du chat sauvage en Belgique ou de la loutre, et de mettre en avant parmi ces 27 animaux 5 espèces qui sont protégées par le WWF Belgique en Belgique. Et donc, autour de cette campagne, avait plusieurs objectifs. Un objectif de sensibilisation. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, et donc vraiment de sensibilisation et de pédagogie, de permettre aux clients-clientes de la Maison d'Andois de découvrir de nouvelles espèces en Belgique, et notamment des espèces protégées par le WWF Belgique. Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'était d'apporter de la visibilité au WWF Belgique et à ses actions. Et le troisième pilier, le plus important, lever des fonds pour l'ONG. Ça, on l'a fait de plusieurs manières. Première manière, la plus simple, l'arrondir à la caisse. Deuxième manière, reverser 10% des ventes de notre produit animaux, donc le biscuit qu'on a créé aux formes des petits animaux protégés par le WWF Belgique en Belgique. Donc ça, c'était 10% des ventes de ce produit-là. Et un troisième pilier qui a été de créer un livre pour les enfants autour de toute cette campagne, avec donc les lettres, les textes et des QR codes pour aller en apprendre plus sur les espèces protégées, et que là 100% des bénéfices sont reversés au WWF Belgique. Donc on va dire vraiment un écosystème 360 autour de cette campagne, qui se complète aussi d'ailleurs avec la participation de la Maison d'Andois à des événements organisés par le WWF Belgique pendant le mois de la Terre, qui a lieu sur tout le mois d'avril. Et ça, c'est vraiment l'étape 3, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action et comment est-ce qu'on rend notre engagement visible. Donc en lançant une initiative concrète, en organisant, en cofinançant ou en sensibilisant. Il y a plein de manières de faire et potentiellement de tout faire. Je te remets tout ce qu'a détaillé dans le Canva Choisis ta cause alignée. Je te remets le lien pour accéder au Canva Comment choisir ta cause alignée, pour pouvoir toi-même t'aider à définir quels sont à nouveau l'écosystème de ton entreprise, quelles sont les causes sur lesquelles tu peux prendre la parole et tu peux communiquer, t'engager, et comment passer à l'action concrètement, avec quel partenaire, quelle indication, quels sont les indicateurs de succès et durant quel timing. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je récap, une marque engagée, c'est vraiment, pour moi, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. C'est comprendre que on doit différencier une marque responsable d'une marque engagée, et qu'idéalement, on veut les deux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est vraiment aligner la posture et les actes de ton entreprise dans la durée. Ça se construit dans le temps avec des preuves et de la transparence.
et ça commence déjà par choisir une cause alignée. Je veux terminer juste sur une anecdote personnelle. Il y a quelques temps, ça commence à remonter déjà. Il y a quelques années, j'avais eu une discussion avec une entrepreneuse qui se disait, engagée, et notamment, engagée sur, les causes d'égalité, femmes-hommes, mais qui m'avait dit, dans notre échange: «Moi, je suis hyper engagée, je suis militante et cetera, mais je refuse de me définir comme féministe, en tout cas pas dans mon business, parce que, j'ai peur que, ça me coûte trop de clients». Sincèrement, je respecte son choix parce que, c'est des questions que je me suis posées et je sais que c'est difficile. Finalement, ça me rappelle cette phrase de plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Moi, j'ai eu aussi vraiment peur, les premières fois où j'ai pris des positions publiques sur les réseaux sociaux, sur mes engagements féministes surtout. Peur du backlash, peur de commentaires agressifs, de messages violents. J'ai reçu tout ça. Mais peur aussi de perdre des opportunités pro, de perdre des clients potentiels. Avec le recul, ça va faire plus de 3 ans maintenant que je communique vraiment de manière ouverte sur mes engagements féministes et environnementaux. Oui, j'ai perdu des opportunités, des clients avec qui je partageais pas mes valeurs ou des collaborations qui se sont arrêtées ou juste des collaborations qui n'ont jamais eu lieu. Par contre, qu'est-ce que j'ai gagné en échange? Bah, je pense déjà, une communauté alignée, des partenaires et des clients avec qui je partage une vision et des collaborations qui font sens et surtout qui sont beaucoup plus faciles parce que c'est une évidence, on est déjà alignés sur un set de valeurs commun. Donc j'ai surtout gagné en cohérence, je pense en santé mentale aussi, en clarté et pour moi, c'est important de dire: «Bah, je peux pas parler de marketing responsable, d'engagement, d'impact et en même temps d'avoir peur de nommer mes propres engagements». Au final, bah, prendre position, c'est certes un risque, c'est, le risque de, fâcher peut-être certaines personnes, de ne pas être d'accord avec tout le monde. Mais je pense qu'à l'inverse, ne pas prendre position, c'est disparaître dans le bruit, aujourd'hui, dans le bruit, des clivages, dans le bruit, d'une communication, lisse et neutre parce qu'en fait, on veut faire, tout comme tout le monde. Bref, ton choix t'appartient, mais pour moi, je pense que les marques aujourd'hui qui marquent les esprits justement, c'est celles qui osent, qui nomment, qui agissent et qui assument. Je te laisse, sur cet épisode. Le chapitre 3 et ses 5 autres actions concrètes et ses 4 autres actions concrètes sont disponibles, bah, dans le livre Slow Marketing. À nouveau, je te rappelle, il a eu la troisième place, du prix Marketing Book of the Year, par la Belgian Association of Marketing. Le livre, il est disponible sur mon site internet slowmarketing.co/livre-slow-marketing et avec le code podcast, tu as -5 €. Voilà, on se retrouve, dans 2 semaines pour un trop chouette épisode sur la marque Mustela et son choix d'arrêter, les lingettes jetables en 2027. À dans 2 semaines. Allez, on termine avec les classiques. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, partage autour de toi, si cet épisode t'a plu. Hésite pas à me faire un retour sur ce nouveau format, que je sache si je continue ou si je retourne à mes, prompteurs et puis, inscris-toi à la newsletter pour, continuer à suivre Slow Marketing. Voilà, merci de m'avoir écouté. Belle journée.